Bonjour, nous allons commencer le séminaire d'aujourd'hui. Nous avons le plaisir de recevoir Éric Dujardin, qui est chercheur au CNRS, au laboratoire au CEMES à Toulouse. Le CEMES, on le connaît tous plus ou moins. J'ai été chercher sur la page web pour vous en donner un tout petit peu plus de détails. Alors j'ai trouvé CEMES, c'est un laboratoire de recherche dédié à l'étude de l'infiniment petit. Ça ne nous renseigne pas beaucoup. Au CEMES, il y a une composante étude des nanomachines. Nous avons eu un séminaire de Christian Joachim il y a quelques temps maintenant. Et puis aussi une grande activité dédiée à des nano-objets, à l'électronique moléculaire. Et voilà, donc, dont fait partie Éric Dujardin, qui va nous en parler un petit peu plus aujourd'hui. Merci. Merci à tous et particulièrement à Robson pour cette invitation aujourd'hui. C'est un vrai plaisir d'être ici. Et en même temps que l'invitation, la mission en quelque sorte que Robson me confiait était de faire un petit peu un panorama de l'électronique moléculaire, et je ne vais pas aller dans les détails de ce domaine qui a démarré il y a à peu près 35 ans, mais je vais quand même parcourir un certain nombre d'étapes pour arriver à des limitations, des approches qui ont été postulées, ou des postulats d'il y a 35 ans, en 1974, et montrer comment personnellement, je pense que le graphène peut contribuer à ce domaine-là. Du coup, ma présentation va être divisée en deux parties. Cette partie un peu générique sur l'électronique moléculaire qui va essayer de mettre en évidence les tenants, les aboutissants, les défis de ce domaine. Et puis une deuxième partie qui est un peu plus embryonnaire, qui est ce qu'on essaie de mettre en place au CEMES à base de graphène. C'était une autre option, mais je ne couvrirai pas l'activité ou la physique et la chimie du graphène en général, qui pourrait être une autre mise en situation de cette partie-là. C'est un domaine, comme sans doute beaucoup d'entre vous le savez, qui est en pleine expansion depuis 3-4 ans, même s'il y a une très longue histoire qu'on recommence à découvrir petit à petit, en particulier en France, mais aussi aux États-Unis. Alors, l'électronique moléculaire, c'est d'abord un terme, le premier terme, c'est le terme d'électronique, et donc je vais commencer par un parallèle avec les débuts de l'électronique à base de silicium, l'électronique CMOS, qui a vu deux étapes majeures en 47 et 10 ans après, en 58, avec le transistor d'une part et le circuit intégré, qui répondaient en fait à deux problématiques qu'on va retrouver en électronique moléculaire, et ceci s'est répété exactement à peu près 30-35 ans plus tard avec la proposition d'Aviram et Ratner de faire une sorte d'équivalent moléculaire du transistor, et par une certaine coïncidence, 10 ans plus tard aussi, Carter proposait l'équivalent du circuit intégré, mais cette fois-ci à l'échelle moléculaire. Et c'est un peu cette ligne de conduite qui va constituer les deux parties de ma présentation. Une partie où on a un composant individuel à fonction simple, comme le transistor, entre des électrodes, qu'il va falloir connecter. Et c'est un peu ça, dans un cas comme dans l'autre, qui a amené au terme de la tyrannie des nombres, qui était, si vous avez des composants simples, si vous voulez faire une architecture logique qui va ensuite faire un calcul, il va falloir les connecter entre eux, et la tyrannie vient du nombre d'interconnexions qu'il va falloir établir entre ces objets, et cette tyrannie est d'autant plus insupportable que les objets deviennent petits. L'autre aspect, celui de l'intégration ici, comporte un risque majeur qui est le risque de la complexité. Si vous voulez réaliser une fonction logique complexe, il va falloir intégrer dans ce circuit-là, donc concevoir l'architecture de ce circuit-là pour réaliser cette fonctionnalité. Et on est, depuis 30 ans, face à ce même prise de risque qui est quelle architecture implémenter dans un système moléculaire pour qu'il puisse réaliser une fonction complexe. Donc ici, on a des composants simples, faciles à concevoir, c'est l'architecture ensuite qui va être compliquée à mettre en place. Ici, on a une difficulté de la conception de l'objet même, et une fois que celui-ci est conçu, la problématique de calcul se résout beaucoup plus facilement. Alors pour revenir à 74 à peu près, et ce postulat d'Aviram et Ratner, ici simplifié, c'était de dire
si on a une molécule qui est décrite par ses orbitales pleines jusqu'à la dernière d'entre elles, qui est ce qu'on appelle l'orbitale moléculaire la plus haute occupée, la HOMO, et qu'on décrit les états vacants ici, discrets encore une fois pour la molécule, à partir de la plus basse d'entre elles, qui est l'orbitale moléculaire inoccupée la plus basse, la LUMO, et qu'on place cette molécule-là entre deux électrodes qui vont être métalliques, donc avoir un niveau de Fermi défini ici, on peut concevoir qu'on a ici un composant à deux terminaux, et on va établir une différence de potentiel entre ces deux terminaux. En général, une molécule a ici un gap d'état absent, et si le niveau de Fermi de l'électrode de gauche est placé dans le gap entre la HOMO et la LUMO, le comportement sera de type tunnel. On aura ici un courant qui sera extrêmement faible. Et on détaillera un tout petit peu plus tard la nature de ce courant-là quand on est en train de faire du tunnel non résonant à travers cette molécule. Si j'augmente maintenant la différence de potentiel entre mes électrodes, je vais pouvoir mettre le niveau de Fermi en résonance avec le plus bas niveau inoccupé de la molécule. À ce moment-là, j'entre en résonance avec cette orbitale particulière et j'ai apparition d'un courant ici qui va être beaucoup plus important et qui va traduire l'ajustement entre le niveau de Fermi et les états vacants qui vont pouvoir relier les deux électrodes. À l'inverse, je peux polariser ma jonction dans l'autre sens. À ce moment-là, c'est le dépeuplement de la HOMO qui va permettre le passage du courant dans l'autre sens, un courant qui va être de signe opposé, bien entendu. Alors, si j'en reviens à cette partie d'effet tunnel non résonant, c'est en fait ce qu'on va rencontrer le plus souvent quand on va avoir des molécules isolantes, où le gap ici va être très grand. Si on prend des molécules de type alcane, le gap ici est de 8 à 9 eV. Il va encore être de 2 ou 3 eV dans le cas des molécules conjuguées. Donc on aura toujours ce gap qui va exister ici. Et dans ce gap-là, le courant va pouvoir être décrit par une dépendance exponentielle d'un courant tunnel avec un facteur bêta ici qui va être caractéristique de la molécule qu'on a entre les deux. En particulier, la hauteur de la barrière tunnel ici va être un moyen de caractériser cette molécule que l'on a mise entre les deux électrodes. Et ça fait à peu près 35 ans qu'on caractérise des structures métal, molécule, métal par le biais de ces deux paramètres. Le paramètre bêta de décroissance exponentielle en fonction de la longueur ici de la molécule, qui caractérise la longueur sur laquelle le courant doit tunneler, et la hauteur de la barrière en question. Alors, ceci n'est pas qu'une vue de l'esprit, et là j'anticipe un petit peu sur certaines des techniques qui ont été utilisées. Si vous placez votre molécule sur un substrat conducteur et que vous utilisez la pointe d'un microscope à effet tunnel, que vous placez la polarisation de votre pointe soit à la HOMO, soit à la LUMO ici, vous allez faire une image de la molécule, qui est ici un pentacène, qui ne va pas être du tout pareil suivant que vous vous situiez sur cette résonance-là ou sur cette résonance-là. Et en gros, l'électron qui traverse la jonction et qui passe d'une électrode métallique à l'autre va sentir la molécule, soit suivant son orbitale moléculaire occupée, soit suivant l'autre orbitale, l'orbitale inoccupée, la LUMO. Si vous placez dans le gap, vous aurez une vision qui est une composante de plusieurs de ces orbitales moléculaires et qui se rapproche le plus de la géométrie. C'est pas tellement sur cet aspect central qui est encore mal compris que je voudrais insister, mais sur le fait que la description qu'on a de la molécule via ces niveaux discrets, et en particulier la HOMO et la LUMO, sont, d'après les images STM qu'on a de ces molécules-là, qui sont très légèrement découplées du substrat, parfaitement visibles et expérimentées en quelque sorte par l'électron qui a traversé la molécule. Donc ces paramètres bêta et delta restent pertinents pour décrire ce système d'une molécule entre deux électrodes. Alors, bien entendu, une molécule entre deux électrodes, ça va être l'objectif des progrès au cours des 35 dernières années, et c'est pas fini. Il y a un certain nombre de techniques qui, en fait, permettent d'adresser un petit nombre de molécules, mais ce petit nombre peut quand même être significativement important. Donc on va partir de tailles millimétriques entre deux électrodes, on va le voir dans quelques instants, une électrode de mercure, sachant qu'ici c'est une couche monomoléculaire, mais que la surface sondée va être extrêmement large. Et ensuite, je vais décrire non pas toutes, mais un certain nombre de ces techniques en essayant de m'approcher de cette zone-là où on vient sonder un petit nombre de molécules seulement. Alors,
En quelque sorte, l'électronique moléculaire expérimentale n'a pu démarrer que par l'observation de Benjamin Franklin en 1773, lorsqu'il a versé sa cuillère d'huile sur l'étang de Clapham et où il a vu les vaguelettes s'estomper, et où, à peu près un siècle plus tard, Lord Rayleigh avait compris que ce qui s'était formé, c'était une monocouche des molécules de l'huile d'olive sur la surface. Et cette monocouche auto-assemblée sur la surface de l'eau peut être transférée sur un substrat solide ou même en passant directement par la phase vapeur, on peut générer des couches auto-assemblées de molécules telles que ces thiols. En général, on utilise un soufre ici pour s'ancrer sur une surface d'or. Ces thioalcanes avec des fonctionnalisations différentes à l'extrémité, par exemple. Si la fonctionnalisation est simplement un CH3, on a des couches auto-assemblées vues ici en microscopie STM sur une surface 1 d'or avec les molécules qui sont en arrangement compact ordonné sur la surface. Alors, l'hypothèse d'Aviram et Ratner en 1974 finalement est restée relativement éthérée jusqu'aux premières manips qui sont arrivées une quinzaine d'années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, et qui redonnaient un petit peu d'espoir et d'encouragement aux gens qui essayaient de caractériser ces structures-là, en particulier sur des couches auto-assemblées. En effet, Aviram et Ratner avaient fait l'hypothèse que si la molécule que je place entre mes deux électrodes n'est pas complètement symétrique, mais qu'elle a un côté accepteur, un côté donneur, lié par un pont isolant de type sigma, son comportement entre les deux électrodes ne sera pas symétrique suivant que la polarisation soit d'un côté ou de l'autre, et donc on pouvait comparer ça à un comportement de diode. Et on a ici effectivement un comportement redresseur avec une polarisation positive qui permet de faire passer un courant important, tandis que la polarisation équivalente dans l'autre sens ne génère aucun courant. Et ceci, c'est simplement la traduction de la position relative des niveaux occupés ou inoccupés de la partie acceptrice ou donneuse de la molécule, qui va permettre le transport des porteurs de charge dans un sens et pas dans l'autre sens. Donc, des expériences sur ces couches auto-assemblées à partir du milieu des années 90, et à partir de là, un foisonnement de techniques pour essayer de caractériser de manière plus fine, plus précise, ce genre de jonction. Alors, un exemple, c'est celle de la goutte de mercure, sur laquelle peuvent s'auto-assembler, comme sur l'eau, des couches de thioalcanes, de la même manière que sur des surfaces métalliques. Et lorsque l'on vient approcher la gouttelette de la surface, un courant tunnel peut passer à travers cette bicouche-là. On peut en caractériser de nouveau le paramètre bêta, dont on voit qu'il a ici une valeur de l'ordre de 1,5 angstrom-1. On va retenir ce nombre-là et on va le comparer aux autres qui vont suivre. Alors cette méthode-là est relativement versatile, facile à mettre en œuvre. Par contre, on se rend bien compte qu'on vient sonder une zone ici qui est de plusieurs millimètres carrés, quelques millimètres carrés, et donc un grand nombre de molécules, 10 puissance 10, comme on le voyait tout à l'heure. Alors pour essayer de réduire ce nombre de molécules et s'approcher du schéma idéalisé de départ, d'autres groupes ont envisagé de passer directement sur des structures qui seraient technologiquement pertinentes, en particulier ces réseaux de fils métalliques croisés qui sont compatibles avec une approche de calcul type Teramac qui permettait d'être à la fois tolérant aux fautes, parce qu'on avait quand même affaire à des organisations moléculaires qui n'étaient pas parfaites, et qui pouvaient faire des calculs puissants à partir d'un système d'effectifs. Alors le principe là consiste à déposer des fils métalliques sur un substrat, à générer la couche auto-assemblée sur les fils en question, essentiellement, et à venir déposer des fils orthogonaux par-dessus, de sorte que la jonction va se faire entre l'électrode du haut et l'électrode du bas. Alors, une partie du travail de Hewlett-Packard aux États-Unis, entre autres, a été d'utiliser ces molécules bistables ici, dont le potentiel redox changeait suivant que cette partie bleue mobile ici soit sur un site ou un autre, permettant de générer à chacun de ces points de croisement ici une sorte d'interrupteur moléculaire qui ferait basculer la jonction d'un état conducteur à un état plus isolant. Alors ça a eu son heure de gloire, il se trouve que c'est compatible avec une architecture qui permet d'effectuer des calculs. Par contre, il y a un gros problème de fiabilité de ce système-là, et en particulier le dépôt de l'électrode supérieure se traduit en général par la constitution de ponts ici de court-circuit, ou même l'utilisation de ces objets-là va par électromigration générer des courts-circuits, de sorte qu'à l'heure actuelle, Hewlett-Packard en est à avoir enlevé les molécules et à mettre à la place un oxyde de titane pour obtenir strictement le même comportement.
Alors, si cette voie-là doit définitivement être abandonnée telle qu'elle, elle a quand même nourri la réflexion et amené un certain nombre de gens à mettre en place des systèmes de tests un peu plus compliqués, plutôt que d'avoir une seule approche et de se dire que la caractérisation qu'on observait venait du comportement de la molécule. Là, on commençait à comprendre qu'en fait, ce qu'on observe, c'est le système complet métal, molécule, métal, et son évolution dans le temps. Les gens ont mis en place des systèmes qui sont préfabriqués et auto-assemblés ensuite, où on vient sur la couche auto-assemblée qui est déposée sur un film, mettre une particule qui est synthétisée à l'avance et qui ne va donc pas être évaporée et potentiellement détruire cette couche, ou alors des fils croisés, ou encore d'autres systèmes avec des gaps. L'avantage, c'est qu'on a un meilleur contrôle de la jonction, à strictement parler, entre la partie métallique et la molécule. L'inconvénient, c'est que ce sont des systèmes qui sont relativement délicats et difficiles à mettre en place, et donc assez peu propices à une étude élargie d'un grand nombre de molécules. Alors, je vais y revenir tout à l'heure aussi, l'électronique moléculaire a bénéficié indéniablement d'un concours de circonstances qui a été le développement de toutes les microscopies à champ proche, et en particulier ici, j'insisterai sur l'AFM, donc la microscopie à force atomique conductrice, où la pointe est recouverte d'un film métallique, ce qui va permettre non seulement de faire une image en force atomique, mais une fois qu'on a localisé l'endroit d'intérêt, de polariser la jonction et de faire passer un courant entre le substrat et la pointe, et de caractériser des couches auto-assemblées. Là, l'avantage, c'est qu'on va contrôler la force qu'on va appliquer à cette couche auto-assemblée et éviter de la percer, de la déformer ou de changer la conformation de la molécule. Ça amène ici à des valeurs de bêta de ce facteur de décroissance exponentielle dont on voit qu'ils sont un peu plus élevés, et ceci pour une variation de la longueur de la chaîne ici qui est entre 4 et 12 carbones. Et on est plutôt à 1 angstrom moins 1 au lieu du 0,5 qu'on avait tout à l'heure. Et en fait, si on regarde en détail les différentes techniques et qu'on les compile dans un seul graphe, on se rend compte qu'il y a deux types de mesures. Il y a celles qui sont faites avec des bêtas qui vont être faibles, et en général, ça va correspondre à des barrières tunnels qui sont assez faibles, qui sont le cas où la molécule est très fortement couplée aux électrodes. Et donc, on a un système complet où la molécule n'est pas dissociable des électrodes, mais on a un système électrode, molécule, électrode qu'on doit considérer dans son ensemble. À l'inverse, on va avoir un autre régime ici où le couplage est relativement faible, le bêta est plus élevé, et c'est tout simplement dû au fait qu'au moins l'une des deux extrémités est très faiblement couplée à l'électrode. On a ici une image qui est plutôt celle d'un point quantique. La molécule serait l'équivalent d'un point quantique isolé par des barrières tunnels assez élevées des deux électrodes de chaque côté, ou au moins d'un des deux côtés. Alors, ça met en évidence l'importance de ce contact, le dernier contact, le contact atomique entre la molécule et l'électrode. Et un certain nombre d'études se sont concentrées là-dessus, et j'ai choisi celle-ci pour l'illustrer, qui consiste à faire un film auto-assemblé tel que celui-ci, qui recouvre l'ensemble de ce substrat-là, à l'exception de ces taches noires ici, et à insérer dans cette matrice-là des molécules très légèrement différentes qui vont être un peu plus conductrices, comme celle-ci, qui est constituée d'un cœur ici conjugué de 3 thiophènes. Alors cette molécule-là va pouvoir s'ancrer par les ponts terminaux ici, qui sont classiquement, dans le cas d'une surface d'or, des soufres, mais que ces auteurs ici ont remplacé aussi par un sélénure. Et ensuite, par une image STM à courant constant, on va mesurer la hauteur apparente d'une seule molécule. Donc on va disperser les molécules à suffisamment faible concentration pour qu'on puisse les isoler individuellement dans la matrice de couche auto-assemblée, et mesurer la hauteur relative de cette molécule-là par rapport à la couche auto-assemblée autour. On a ici la valeur de cette hauteur relative dans le cas du soufre. On a la même mesure faite dans le cas du sélénure. On voit ce déplacement vers les plus hautes hauteurs, ce qui veut dire que comme on a travaillé à courant constant, le piezo a dû reculer un peu plus haut pour vérifier les conditions de régulation de la boucle, ce qui signifie que la molécule en question avait une plus grande transparence. Le cœur étant le même, ça voulait dire sa conductance était meilleure, essentiellement due à un meilleur ancrage dû au sélénium, qui a une meilleure affinité ou un meilleur couplage électronique, en tout cas, de cette molécule-là pour le substrat. Donc le point de départ, une molécule unique,
les premières expériences essentiellement sur des assemblées de molécules, et au cours du temps, pendant les années 90 et jusqu'à maintenant, un certain nombre de techniques qui ont été développées. En particulier, la lithoélectronique à haute résolution a permis de développer des structures coplanaires où les électrodes seraient cette fois-ci sur le même plan que les molécules. Et là, le défi est de faire un espacement entre les électrodes qui soit commensurable avec la taille de la molécule. Et ce n'est que depuis le début des années 2000 qu'on arrive à avoir des tailles de gap entre les électrodes qui sont de l'ordre de quelques nanomètres. On va voir dans quelques instants que quelques nanomètres, c'est encore un peu beaucoup pour des molécules classiques telles que celles envisagées par Aviram. C'est un peu plus adapté aux polymères. Une autre approche, ça a été de ne pas construire un gap, un espacement, une crevasse en reproduisant un motif de deux électrodes, mais de prendre un fil, de le casser et de venir refermer cet espacement entre les électrodes grâce à un substrat flexible sur lequel était posé le film métallique. C'est les jonctions à cassure ou break junction qui ont été un outil particulièrement important pendant les années 90 et qui sont revisités depuis quelque temps sous leur aspect statistique. Je vais y venir dans une seconde. Le troisième outil essentiel, c'est celui que j'ai déjà présenté, c'est le microscope à effet tunnel qui a permis assez tôt de manipuler les molécules. On va voir que ça a son importance en électronique moléculaire, mais également de faire une actuation, de venir perturber la molécule dont on est en train de mesurer les propriétés de transport. Et on en arrive maintenant à mieux comprendre ce paramètre bêta et à faire véritablement une construction à l'échelle atomique autour de la molécule que l'on souhaite étudier. Alors, très rapidement, les technologies sur les gaps permettent dorénavant d'avoir des gaps qui font typiquement moins de 10 nanomètres ou autour de 10 nanomètres entre les électrodes. Cela étant, on peut le faire soit par la lithographie, soit par électromigration, où on vient appliquer un courant dans un fil qui va casser à un certain moment, et cette cassure va produire un petit gap ici de quelques nanomètres. Cela étant, comme je le disais, c'est 5 nanomètres, typiquement 10 nanomètres, et ceci avec des taux de fabrication qui sont quand même relativement faibles, ce qui est malgré tout adapté à des chaînes polymères que l'on peut, comme dans le cas de ce travail de japonais, faire croître in situ dans la jonction entre les électrodes. C'est adressable puisqu'on a les contacts qui sont établis directement vers le monde macroscopique. Par contre, c'est encore un peu trop large pour des molécules individuelles faibles, faites par synthèse, telles que les chimistes synthétistes peuvent le faire en incorporant des fonctions accepteurs, donneurs, etc., qui sont adaptées au calcul de simulation. Et d'autre part, on a très souvent un problème de pollution de ces jonctions-là par des particules métalliques qui proviennent de l'électrode elle-même, qui viennent dans le gap et qui vont créer des points quantiques ou un comportement de court-circuit ou autre qui n'est pas souhaité. Donc une technologie qui n'est pas encore arrivée au stade où on le souhaiterait, même si les développements sont encore en cours. La jonction cassable, pour suivre, alors c'est Mark Reed qui le premier a mis ça en place. On fait un fil qui est pré-affiné, on le met en présence de molécules et on vient casser cette jonction-là, simplement, mécaniquement, en venant appliquer une pression perpendiculaire ici, en dessous de la jonction. Au moment où ça casse, les molécules diffusent sur la surface du métal et viennent en particulier se mettre dans les parties en vis-à-vis ici, de sorte que quand on retire la contrainte axiale, on va rétablir, on va refaire un gap qui va avoir une dimension de quelques nanomètres. Un courant tunnel va s'établir et ce courant tunnel va finalement être modifié lorsque les molécules vont diffuser et venir ancrer les deux parties, les deux électrodes, en particulier si elles ont par exemple deux ponts sulfure qui vont avoir une affinité pour le métal. Et donc on voit ici l'émergence des pics et du gap qui traduit ce gap homo-lumo dont je parlais tout à l'heure, avec une intensité de courant qui va croître et dont on estimait à l'époque que c'était une signature du nombre de molécules qui venaient dans la jonction, le courant ici étant 2 fois plus faible que le courant ici. Alors, en fait, c'est assez peu reproductible, ce genre d'expérience, là, il y a encore un travail qui a montré que l'interaction entre le couplage entre les électrodes et la molécule était particulièrement important. Vous faites l'expérience 2 fois de suite et vous avez une fois une courbe symétrique, une fois une courbe asymétrique. Les courbes asymétriques traduisent en fait ce mauvais couplage qui existe entre la molécule et une des deux électrodes.
Par contre, si on se concentre sur une des courbes symétriques ici, on va pouvoir caractériser ça comme je le décrivais au début et simuler une partie qui est un effet tunnel qui va être cohérent à faible polarisation et un tunnel qui va être séquentiel où là, l'électron qu'on va faire tunneler va résider un certain temps sur la molécule dans l'orbitale acceptrice et donc on va avoir ici une partie caractéristique de la molécule. Alors cette non-reproductibilité des expériences a amené un certain nombre d'auteurs à reconstruire une statistique à partir de ces événements individuels, et donc à prendre non plus deux fils cassés, mais à prendre une pointe STM, une surface métallique, et à venir casser et refaire la jonction un grand nombre de fois pour accumuler un grand nombre de caractéristiques conductance en fonction de la distance. Donc typiquement, on voit dans ces caractéristiques-là la décroissance de la largeur du fil et donc la diminution du nombre de canaux à travers lesquels le courant peut passer jusqu'à la disparition du dernier canal ici, la cassure, et ensuite un régime tunnel ici. Et si vous répétez ça un grand nombre de fois, vous pouvez construire un histogramme de conductance en fonction de la hauteur de ces paliers qui existent ici. Si maintenant vous répétez la même chose en présence de molécules, vous voyez apparaître ici des sauts qui viennent se mettre entre le dernier événement où on avait un fil monoatomique d'or et la cassure, l'effet tunnel strictement parlé. Ces marches intermédiaires ici sont interprétées comme étant la signature des molécules qui sont venues se mettre dans le gap entre les deux et qui viennent donc modifier le comportement. Alors en particulier, si on change la longueur de ces molécules-là, on va voir ce pic ici se déplacer, et ça va nous donner un moyen de retrouver le paramètre bêta dont je parlais tout à l'heure, et de caractériser le fait que dans le cadre des alcanes, on va avoir une conductance qui va être plus faible que dans le cas des systèmes conjugués, comme ici dans le cas du phényl. Alors, le STM a cet avantage que là, jusqu'à présent, on a caractérisé des molécules, on n'a pas vraiment fait un composant. Le STM va nous permettre cette manipulation. Alors, ici, le STM, on va se concentrer tout d'abord sur une molécule unique, c'est-à-dire qu'on va synthétiser à dessein une molécule qui va avoir une partie conductrice, un plateau entièrement conjugué pi ici, supporté par 4 pattes, dont la structure est conçue pour avoir une hauteur ici qui va être exactement celle d'une marche monoatomique de cuivre sur la face 1,00 du cuivre ou la face 1,1. On peut choisir la molécule en fonction de la face qu'on veut étudier. Donc en l'absence de molécule, on a une trace en STM qui est la trace de la marche. Une fois que la molécule va s'accrocher sur le bord, et elle le fait par simple interaction entre ce plateau riche en électrons et le gaz bidimensionnel d'électrons du cuivre ici, la signature va changer. Et cette signature, ce que l'on voit, c'est qu'elle a ici une décroissance au fur et à mesure que la pointe STM est déplacée de la position d'ancrage ici au-dessus de la marche vers l'extrémité. Et ce n'est pas dû au fait que la molécule s'écrase entre la marche du haut et la marche du bas, c'est dû au fait qu'on a une décroissance exponentielle ici du courant tunnel qui passe de la pointe à travers la molécule à la marche supérieure ici, puisque ces pattes ici sont isolantes et donc isolent le plateau de la marche inférieure. Et cette décroissance que vous avez ici, c'est la mesure dans une seule molécule du paramètre bêta de tout à l'heure. Alors très récemment, une approche un peu similaire est faite, cette fois-ci en synthétisant une molécule polymérique in situ. À partir de fluorène, on peut, fonctionnalisé par un brome ici, on peut enlever le brome, générer une chaîne. Cette chaîne peut être prise par la pointe STM. Avec un pulse, on vient accrocher cette partie-là à la pointe STM qu'on vient tirer et on mesure le courant en fonction de l'altitude de la pointe ici. Et ça va nous déterminer une longueur de la molécule ici à travers lequel le courant va traverser. Et on a encore une fois une mesure ici du paramètre bêta au cours de la manipulation de la molécule, qui est cette fois-ci 0,3, 0,4. On a effectivement un couplage qui est relativement fort entre la molécule et les électrodes. Alors la manipulation par le STM, c'est celle qui a été démontrée une des premières fois en combinant à la fois actuation et mesure de transport en 95, ici dans le cas du C60, le C60 qui est posé sur une surface, et on va
actuer le piezo pour appuyer plus ou moins sur la molécule en même temps qu'on va mesurer le courant. Vous avez ici l'actuation du piezo qui vient déformer la molécule et vous avez ici la réponse en courant à travers la molécule. Donc on change la conductance de la molécule en fonction de la contrainte qu'on lui applique dessus avec une amplification, et c'est une des premières fois qu'on voit un gain ici de 1 pour 5 entre le signal d'entrée, l'actuation du piezo, et le signal de sortie, le courant à travers la molécule. Alors ce type d'actuation, il y en a eu d'autres. Ici, c'est un travail de IBM Zurich, de Gerhard Meyer, qui part de cette porphyrine substituée, qui contient ici 2 hydrogènes en position horizontale. Et lorsque l'on fait passer le courant tunnel à l'extrémité, lorsqu'on parque la pointe à l'extrémité d'une des branches ici, il va y avoir de manière stochastique un certain nombre d'événements inélastiques qui vont provoquer le déplacement de ces 2 atomes d'hydrogène dans les 2 positions verticales ici, avec un changement majeur de la conductance de la molécule en ce point-là. Et donc là, vous avez l'image STM de la molécule dans son état haut et dans son état bas, et le passage de l'état haut à l'état bas de manière stochastique en fonction de la position de ces 2 hydrogènes, lus à un endroit bien précis de la molécule. Alors ces travaux-là génèrent effectivement un grand nombre d'études, aussi bien dans le groupe de Gérald Dujardin à Orsay que dans 2 ou 3 groupes aux États-Unis, quelques-uns à Singapour aussi, où on commence à utiliser la molécule pour réaliser une fonction d'actuation. Alors là, je vous ai parlé de molécules uniques, je ne vous ai pas parlé de calculateurs encore. Si on voulait partir de ces molécules-là, qui réalisent une fonction simple de type interrupteur, comme on vient de le voir, si on veut réaliser une fonction de calcul, il va falloir les intégrer dans une architecture qui soit câblée. Et on en revient à cette tyrannie des nombres dont je parlais tout à l'heure, qui est qu'en fonction du nombre de composants qu'on va avoir, le nombre d'interconnexions va augmenter rapidement. Et on sait malheureusement que les techniques de lithographie ne vont pas nous permettre de faire converger un grand nombre d'électrodes dans une petite zone. Les zones que vous voyez là sont typiquement de 100 à 200 nanomètres, ce qui est encore énorme par rapport à la taille des molécules que j'ai considérées jusque-là. Des approches ont été proposées théoriquement en particulier par Dehon et Elie Karev, basées essentiellement sur un système de moiré, d'effet moiré entre une grille micrométrique et une grille nanométrique. En fait, il ne faut pas se leurrer, il y a toujours à un endroit ou à un autre une perte d'information ou de place, et en l'occurrence, c'est l'espacement entre les composants ici qui ne permettent pas d'envisager de faire la compétition à la structure CMOS ou à l'architecture CMOS par ce genre d'approche. Et c'est bien là, je crois, qu'on arrive petit à petit à la limitation de cette approche hybride de l'électronique moléculaire, qui est de vouloir faire des fonctions simples dans une molécule pour les intégrer ensuite dans une architecture de fils métalliques, futiles atomiques, pour construire des calculateurs. Ça n'a pas empêché un certain nombre de personnes de développer des technologies qui permettent de faire approcher des électrodes au plus proche des molécules. Et vous avez ici la manipulation d'atomes individuels d'or, qui sont mis sous forme de 4 électrodes avec une taille qui est comparable à celle d'une molécule, telle que celle qui est représentée ici, et qui a été effectivement positionnée au centre de ces électrodes. Et on en est à peu près là au point critique technologiquement à l'heure actuelle, qui est que par manipulation d'atomes et de molécules, on peut atteindre des tailles qui sont typiquement de l'ordre de 5 voire 10 nanomètres si on est suffisamment patient. Mais la technologie, pour l'instant, arrive à descendre à 10 nanomètres d'espacement entre 2 ou 4 électrodes, mais pas plus petit que ça. Alors une autre approche consiste non pas à manipuler les atomes, mais à les enlever. On a ici l'exemple d'une surface de silicium 100 hydrogéné. On vient enlever les atomes d'hydrogène suivant un motif, ce qui crée des lacunes qui vont créer un chemin conducteur ici. C'est un travail de Gérald Dujardin, et qui peut également être une structure d'accueil. On se rend compte à l'heure actuelle que ça peut en soi constituer le calculateur indépendamment de la présence ou non d'une molécule. Et ça, à ce moment-là, on quitte le domaine de l'électronique moléculaire pour arriver à une électronique vraiment à l'échelle atomique ici. Alors, ça m'amène à parler de cette connexion à l'échelle de 10 nanomètres ici. Une des options est d'utiliser la manipulation non plus de molécules ou d'atomes, mais de petits clusters qui vont faire quelques nanomètres. C'est un principe qui a été démontré ici. Par contre, on en arrive à un autre problème qui surgit depuis quelque temps en électronique moléculaire, qui est le fait qu'un électron passant d'une électrode à l'autre à travers ce système d'orbital moléculaire dont je parlais tout à l'heure,
va subir en fait des interférences. Il va être cohérent à travers ce système-là et en visitant les orbitales, si on le laisse visiter les différents orbitales, va générer un certain nombre de résonances ici qui peuvent être destructrices et qui peuvent venir tuer complètement la transmission électronique ou la conductance à travers ce système-là. Et ça, même sur des fils monoatomiques, comme je le disais tout à l'heure dans le cas du silicium hydrogéné. Vous avez ici des fils qui ont été obtenus par ablation et par l'esprit au moins par ablation des atomes d'hydrogène dans du silicium hydrogéné. Si vous mettez maintenant les électrodes, on voit bien que la conductance qui était bonne et relativement lisse ici subit des oscillations qui viennent des interférences de cet oscillateur qu'on a généré puisqu'on a mis des conditions limites et qui devient de plus en plus dramatique au fur et à mesure qu'on approche les électrodes entre elles, et ça fait même remonter le niveau de courant bas ici, de sorte que finalement on en arrive à un système qui est passant tout le temps, quasiment, et on perd en fait la propriété de modulation du courant quand on se place à différentes tensions de polarisation de notre structure. Donc il y a un certain nombre de limitations là qui me font dire, et ça c'est mon avis personnel, que cette approche proposée par Ellenbogen en 1999, où on dit on va prendre des molécules conductrices ou semi-conducteurs et puis on va reproduire un additionneur comme on peut le dessiner en technologie CMOS, sont des voies sans issue. En particulier parce qu'on sait désormais que les molécules ne suivent pas gentiment les lois de Kirchhoff ou les lois d'Ohm. Quand vous ajoutez une branche sur une molécule, c'est l'ensemble de la molécule qui est changé, l'ensemble de son système d'orbital moléculaire. Vous n'avez pas fait qu'ajouter un résistor ou un capacitor à un endroit donné. Et donc, ces limitations ici font qu'il devient, à mon avis, si on veut envisager une suite à l'électronique moléculaire, indispensable de passer au-delà, parce qu'il va falloir résoudre les problèmes de contact molécule-métal, le problème de la décroissance effet tunnel à l'intérieur qui fait que notre signal disparaît finalement relativement vite. En quelques angstroms, on a perdu notre signal dans la molécule. Et d'autre part, le fait qu'on n'a pas trouvé, et à mon avis on ne trouvera pas d'architecture permettant d'exploiter ces molécules à l'intérieur de calculateurs. Donc un des défis est d'interconnecter plusieurs électrodes sur une molécule. C'est une voie qui est exploitée et qui a sans doute un certain nombre d'avantages à son actif. Ce que nous, on aimerait implémenter, c'est une approche différente où là, on va reprendre l'idée de Carter et essayer d'implémenter une fonction logique dans un système moléculaire, fût-il un peu plus gros, mais en tout cas qui soit plus facilement interfaçable avec le monde macroscopique. Et donc là, l'idée, c'est d'utiliser un feuillet de graphène qui serait connecté par l'intermédiaire de ces électrodes-là jusqu'au monde macroscopique ou mésoscopique tel qu'on sait déjà le faire aujourd'hui, de sorte qu'on puisse le stimuler sur certaines des électrodes d'entrée, qu'on puisse le lire sur des électrodes de sortie, et que le comportement de cet objet-là soit déterminé par sa structure elle-même. Et là, je ne lui demande pas de se comporter comme un interrupteur, je ne lui demande pas d'être un transistor, je vais lui demander par contre de réaliser une fonction complète déjà établie. Alors bien entendu, l'architecture ou le dessin qu'il va falloir réaliser de cet objet-là ne va pas m'être donné par les architectures de type CMOS, il va falloir s'en affranchir et en particulier il va falloir développer un outil qui va me permettre de dessiner le cœur de cet objet-là avec la résolution atomique, de sorte que lorsque je l'exciterai d'une manière ou d'une autre, en faisant passer un atome d'une hybridation à une autre par exemple, son comportement par exemple en transport ou l'état du gaz bidimensionnel d'électrons au centre de cet objet-là soit perturbé et qu'on puisse lire cette perturbation par les électrodes de sortie. Donc là, l'exploitation consiste à dire le feuillet de graphène à l'échelle macroscopique est parfaitement descriptible par la physique de la matière condensée, tel qu'un nombre fortement croissant de groupes l'exploite à l'échelle mésoscopique. Mais si on continue à le découper vers les petites tailles, on va rejoindre ce qui me préoccupe depuis le début de cette présentation, c'est les composants moléculaires qui, eux, vont être descriptibles par une approche orbitalaire. Alors cette approche-là était déjà proposée, en fait c'est ce qui m'a amené dans ce domaine-là dès les années 95 au cours de ma thèse. Le principe était déjà posé, la question c'était l'existence ou la visualisation du graphène, et ça vous le savez, ça n'a été vu et démontré astucieusement que depuis 4-5 ans maintenant. Et les progrès ont été phénoménaux et me font dire que cette vision-là, sous forme de motif, n'est plus qu'une vue de l'esprit, n'est pas seulement
totalement une vue de l'esprit. En effet, dans les travaux, aussi bien en microscopie en champ proche qu'en microscopie électronique à transmission, les feuillets de graphène avec des bords francs sous forme zigzag ou armchair, tels qu'on les appelle, existent, sont vus, sont stables dans des conditions où on peut envisager maintenant de les fabriquer. Donc les différentes échelles sont accessibles, les différentes technologies le sont. Notre travail maintenant est d'essayer de les intégrer pour arriver à assembler tout ça. Alors bien entendu, en parallèle de ça, il faut développer le cadre conceptuel qui va me permettre de définir cette architecture vers laquelle je veux aller. Et ça, c'est un travail qui est entrepris depuis très longtemps par Christian Joachim au CMS, qui est une des raisons pour essayer de mettre ça en place dans ce laboratoire-là, et qui est le calcul, ce qu'il a appelé le calcul par hamiltonien quantique. En fait, on va décrire un système, j'aurais dû inverser les deux entrées, on va décrire un système par son hamiltonien et ses états propres. Et ce système va pouvoir être préparé dans un état de départ en fournissant l'énergie nécessaire pour le préparer. Le feuillet de graphène, ça va être par exemple hybrider certains de ces atomes de sp2 en sp3. Et ensuite, on va laisser ce système évoluer. On va le laisser spontanément évoluer, on ne va pas le forcer à faire quoi que ce soit. Et il va évoluer en fonction de sa dynamique intrinsèque, intime, qui peut être décrite soit par le système de Schrödinger dans le cas de molécules petites, comme celle que je décrivais au début, ou une description de Dirac qui serait sans doute plus adaptée pour le graphène. Et c'est une chose qui est en train d'être mise en place. Le résultat du calcul, lui, va consister à lire sur d'autres électrodes, soit l'état du système à un temps donné, soit la fréquence de passage du système à un état donné, donc on a une lecture qui est fréquentielle ou temporelle, ou à lire, comme je le représentais schématiquement tout à l'heure, la transmission ou le courant qui va traverser deux électrodes de lecture, et ça c'est peut-être la vision la plus sympathique pour l'expérimentateur, les deux ans étant dans des conditions expérimentales beaucoup plus difficiles à imaginer. Alors, dans le cas du graphène, c'est ce que je décrivais. L'hamiltonien, lui, sera codé au moment où j'aurai défini la géométrie de cet objet-là et où j'aurai confiné mon gaz bidimensionnel d'électrons avec des états de bord qui sont bien caractérisés. Les électrodes d'entrée et de sortie seront, dans le graphène lui-même, ces électrodes qui vont réaliser l'adaptation d'impédance entre le monde macroscopique où je peux faire des contacts ohmiques, comme on sait les faire déjà aujourd'hui sur une partie étendue du feuillet de graphène, de manière continue jusqu'à cette échelle-là, qui, elle, va demander une nanofabrication beaucoup plus poussée, bien entendu. Donc tout l'effort ne sera pas... Les deux étapes d'effort, en gros, pour réaliser le calcul ne seront pas dans la construction de l'architecture, la cascade de fonctions, mais dans la mise au point, le design de cet objet-là, et ensuite la fabrication à l'échelle atomique de la structure. Le calcul, lui, ensuite, étant normalement effectué spontanément en un temps relativement court. Donc, bon, ça, je vais peut-être passer là-dessus, c'était l'illustration de l'exploitation fréquentielle du calcul par hamiltonien quantique. Si j'essaye d'illustrer un peu comment on veut appliquer cette approche-là au graphène, on va se créer un moteur de recherche qui, lui, va essayer d'explorer les différentes structures de graphène possibles et sélectionner là-dedans celles dont le comportement, si je me fixe des règles d'adressage, d'encodage de mon système et des règles de lecture, qui va me permettre de sélectionner les structures qui auront une table de vérité qui correspondra à une fonction booléenne. Alors à l'heure actuelle, ce moteur de recherche est optimisé sur des toutes petites structures, mais on est en train de le développer sur des structures graphéniques qui auront typiquement 10 ou 20 nanomètres de diamètre et dont le système est intégralement décrit pour toutes les orbitales qu'il comporte. En substance, il s'agit de partir d'une bibliothèque de cœur, le cœur du calculateur. On en a ici quelques exemples, auxquels on va brancher. Là, il y a un choix qui est fait, et c'est la partie recherche dans cet espace des possibles. On va connecter des électrodes, donc la nature de ces électrodes, la géométrie et la position de ces électrodes-là fait partie des paramètres sur lesquels le moteur de recherche va pouvoir jouer. Et ensuite, il va pouvoir jouer sur la modification de ce cœur, suivant des règles qu'on va se donner, et qui seront des règles expérimentales. L'ablation d'atomes, comme dans le cas de SIH, le découpage des bords, comme on peut le voir expérimentalement dans un certain nombre d'approches du graphène pour définir les rubans, j'y viens dans quelques instants. Et on va faire tourner ce système-là, et pour chacun des systèmes assemblés ici, qui contient un cœur, des électrodes d'encodage, des électrodes de lecture, et une modification de cœur,
On va venir lire en fonction de l'encodage. Alors ici, on a 2 états sp2 ou sp3 sur 2 paires d'atomes des électrodes d'entrée. C'est un cas d'école ici. On va venir lire le courant, la transparence en fonction, au niveau de Fermi, entre cette électrode commune ici, la masse, et les 2 électrodes de sortie. Et là, ce dont on se rend compte, après avoir fait tourner ce moteur de recherche sur ces cœurs-là pendant quelques dizaines d'heures, c'est qu'on peut en ressortir un certain nombre, plusieurs structures, dont le comportement, ici, va avoir, en fonction des entrées, un comportement de demi-additionneur. Alors ce demi-additionneur, ça consiste à lire ici, au niveau de Fermi, des transparences électroniques qui vont être faibles, on est en 0,0, les deux élevés, l'une élevée, l'une faible, pardon, ou l'inverse, ou les deux élevés ici. Non, pardon, c'était dans le même sens ici, en sens inversé, qui correspond au demi-additionneur. Donc ce qui est intéressant, c'est que j'aurais pu aussi vous montrer une autre structure dont le cœur avait exactement la même taille, les électrodes avaient exactement la même taille aussi, mais la fonction réalisée était une simple fonction OU. Et ce qui est important, c'est que réaliser une fonction OU qui va me demander 4 transistors CMOS, ou une fonction demi-additionneur qui va m'en demander 14, ça a la même empreinte. La molécule, elle, a suffisamment d'états disponibles, à une complexité intrinsèque qui est suffisante pour qu'au choix, je puisse réaliser une fonction simple comme une fonction ou une fonction complexe sans avoir à étendre macroscopiquement mon objet sur la surface. Et c'est là qu'on gagne par rapport à la technologie CMOS, c'est que l'architecture n'est plus une architecture où chacun des transistors a sa propre empreinte, c'est le système dont on choisit la complexité, et la complexité n'est pas proportionnelle à la surface de l'objet. Alors, expérimentalement, on va revenir un peu les pieds sur terre ici. On a différentes étapes qu'il va falloir réaliser. Un, le contact électrique. Alors là, on va le faire à grande distance et c'est maintenant quelque chose qui est de mieux en mieux réalisé. Maintenant, il faut bien en comprendre qu'à terme, il va me falloir structurer ce feuillet de graphène non seulement de manière standard aux grandes échelles, mais également à l'échelle atomique. Il va falloir structurer ici finement atome par atome. Et donc, l'ensemble de cette technologie-là doit être propre et in fine sera incorporé en ultravide. Donc, les méthodes de technique, en particulier les lithographies à base de résine, sont à proscrire au début. Et donc, la première approche que nous avions envisagée était celle du faisceau électronique. Alors, il est malgré tout intéressant de remarquer qu'en partant de litho électronique standard, on peut découper des rubans. Ces rubans vont avoir ici, faire apparaître des effets de bord. À partir du moment où on descend en dessous de 100 nanomètres, on va avoir une sensibilité du comportement de ce ruban-là à sa structuration. C'est au moins l'interprétation qui était donnée par des groupes comme celui de Philippe Kim il y a quelques années. Cette interprétation a été revisitée en fait en utilisant les techniques de structuration un peu brutales comme la gravure sèche par plasma oxydant, génère ici des bords qui ne sont pas bien définis. En fait, ces données-là ne sont pas tellement caractéristiques. Disons, le gap ici qu'on a généré ne suit pas strictement parlé une loi inversement proportionnelle à la largeur comme on pourrait s'attendre si on avait une dépendance stricte du gap électronique en fonction de la largeur du ruban, mais plutôt du désordre qu'on a généré sur les bords. Et donc, il y a d'autres approches qui permettent de générer des rubans fins qui vont avoir un comportement également, lui, confiné, qui va nous donner un rapport de courant qui va être variable en fonction de la tension qui est appliquée, donc des transistors. Tout à l'heure, je montrais ici un transistor avec le canal ici, les 2 électrodes, la source, et les 2 électrodes de grille de côté pour moduler. Quand on a l'électrode de gris qui est en dessous, on peut également moduler le transport, on le voit, entre un état passant et un état non passant dans un ruban de graphène fait par des voies chimiques, découpé ici suivant des directions cristallographiques. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que ma structuration qui soit définie cristallographiquement, ça s'approche de ma définition d'une découpe à l'échelle atomique, sont des techniques qui se développent de plus en plus. Donc on a une convergence d'approches qui nous permettent d'envisager de générer ces objets dont je viens de parler. Une des approches les plus récentes, ça c'est Nature de la semaine dernière, je crois, c'est l'ouverture des nanotubes par 2 approches qui permettent de générer des rubans ici à partir de nanotubes multicouches. Et finalement, en enlevant les couches les unes après les autres, on arrive à avoir des rubans dont la largeur, ici, alors ici, elle descend jusqu'à moins de 10 nanomètres. Donc on est vraiment dans un état confiné. Ici, on est à 50 nanomètres. Donc on est typiquement dans la gamme de largeur autour de 10 nanomètres où le ruban, le comportement électronique du ruban va être sensible à ces effets de bord.
Alors nous, avec notre contrainte de faire une technologie qui soit à terme compatible avec l'ultra-vide et donc non contaminante sans résine, on était reparti sur des techniques de Rodney Ruoff des années 2000 qui consistent à générer des plots, en extraire des feuillets de graphène. Ces feuillets de graphène sont en réalité multicouches, on peut descendre jusqu'à 2 nanomètres d'épaisseur comme on le voit ici en ramant. Donc on n'est pas à la monocouche, et ça c'est la limitation de cette approche-là. Par contre, l'intérêt c'est qu'on peut les placer au centre de jonction d'électrodes et venir utiliser le faisceau d'ion focalisé pour déposer les électrodes. Et là, on est encore à des gammes relativement lointaines. Et ensuite, utiliser le faisceau d'ion focalisé pour découper notre objet. Alors, on retrouve ici le ruban connecté par source et drain avec 2 grilles latérales, sauf que là, il est multifeuillet encore à ce stade-là du développement. Alors le comportement, quand on le mesure sur les disques intacts ou larges, est tout à fait standard. Ohmique, il n'y a aucune dépendance en grille latérale. Par contre, quand on a des rubans qui font une largeur effective de moins de 100 nanomètres, à ce moment-là, il y a une très forte non-linéarité de la caractéristique courant tension à travers ce ruban-là, à basse température, avec une non-linéarité qui reste à des températures plus élevées, et une non-linéarité qui, elle, va varier en fonction de la tension de grille. On a ici les données à basse et haute température, à basse température ici, à haute température ici, et qui peut être décrite de manière assez fidèle dans ce modèle où on a une superposition ici à la fois des données en température et des données en tension de grille, qui rejoint un peu l'interprétation des Espagnols sur les travaux de Philippe Kim, qui est, en fait, étant donné que le fibre, c'est jamais qu'une gravure ionique à des énergies relativement importantes, qu'on a généré, certes, un ruban, mais dont les bords sont tellement irréguliers qu'en fait, on a un réseau unidimensionnel, une chaîne de plots intacts de graphène, ou de graphète multicouche séparés par des jonctions tunnels. Donc on a ici simplement une chaîne de jonctions tunnels qui représente assez bien le comportement. Un comportement dont on peut toujours dire qu'il a une modulation du courant en fonction de la tension de grille latérale appliquée, donc un comportement de transistor. Par contre, le fibre ne permet pas, et ça a été un peu le bilan de cette première approche-là, ne permet pas vraiment de contrôler les états de bord. Il y a encore peut-être une approche expérimentale qui permet de le faire avec le fibre, mais en l'état, ça sera sans doute délicat. Alors, ça c'est une approche c'est une conclusion qui est à peu près similaire en utilisant non pas le fibre, mais la gravure réactive RIE en plasma oxygène, telle que utilisée par tous les physiciens mégascopiques pour faire leurs objets, et qui est appliquée ici sur des petits rubans par ces travaux de Hensling à l'ETH Zurich, où l'interprétation est encore une fois du désordre sur les bords qui génère des barrières tunnels qui vont contrôler le transport à travers le petit ruban. Alors, dans le cas de la monocouche, on n'a pas fait le contact, on l'obtient bien entendu, on n'a pas fait le contact, mais on a utilisé la microscopie à force électrique pour caractériser le transport à travers des structures de graphène monocouche. Il s'agit là d'utiliser une pointe conductrice, AFM conductrice, qui va permettre dans un premier temps d'enregistrer le profil de notre objet, le profil topographique de notre objet, et ensuite en nous déplaçant à une hauteur constante, en reproduisant le déplacement, en reproduisant le profil topographique, on va pouvoir découpler l'interaction capacitive entre la pointe qui est polarisée cette fois-ci et le substrat, et la partie qui est due à l'interaction entre les charges présentes dans l'objet et le film métallique polarisé en dessous. L'autre intérêt de l'EFM est de nous permettre d'injecter des charges à un endroit bien déterminé et de charger localement avec des porteurs de charge qui peuvent être d'une certaine polarité, ici avec des trous, ou avec des électrons, et donc nous donner ensuite, pour une même polarisation de lecture, un signal en EFM qui va être négatif ou positif. Donc on sait si on a injecté à cet endroit-là des électrons ou des trous et sur quel espace latéral ils se sont délocalisés. Alors si on applique ça au cas de ruban de tout à l'heure, on a source, canal ici, drain, avec les 2 électrodes de grille latérale ici, cette fois-ci dans un monofeuillet. Avant injection de quoi que ce soit, la lecture EFM nous donne un feuillet source, canal, drain ici, qui est uniforme en intensité. Si on injecte des électrons, des électrons, c'est ça, dans l'électrode de gauche ou des trous, on voit que même la première barrière tunnel ici est suffisante pour confiner les porteurs de charge dans l'électrode injectée. Par contre, si je viens injecter au préalable, dans un premier temps,
une tension positive des trous dans cette électrode-là, des électrons dans l'autre, je crée mon champ latéral. Et dans un deuxième temps, je viens injecter dans ma source des électrons. À ce moment-là, j'ai la délocalisation qui se fait de gauche à droite ou de droite à gauche. On a un peu une représentation statique de ce qu'on voyait tout à l'heure en transport, en dynamique. L'interprétation de cette barrière tunnel-là étant toujours la même, on a une amorphisation importante du feuillet sur les bords du ruban. Alors, je vais en quelques minutes juste présenter comment est-ce qu'on essaie de contourner les limitations du fibre. C'est simplement en appliquant la technique du pochoir, du stencil, qui consiste à prendre une membrane de nitrure, typiquement nitrure de silicium, à l'intérieur de laquelle on génère un motif, par exemple un plot de contact avec une électrode qui va venir contacter le feuillet de graphène. On place le substrat portant le feuillet de graphène en vis-à-vis du pochoir, on évapore le métal et on vient obtenir à ce moment-là le motif déposé directement sur le substrat en l'absence de toute résine et dans des conditions qui sont compatibles avec l'ultravide. Vous avez ici quelques exemples de membranes de pochoirs permettant de réaliser un contact de type barre de Hall ou configuration de Van der Pol, avec au centre ici une structure qui va être de quelques microns et tout à fait compatible avec un feuillet de graphène qu'on aura déposé sur une surface, même par la technique dite du scotch, où on n'a que quelques objets. Donc vous avez ici les étapes du process qui nous montrent un objet mono ou bicouche, ici déposé sur un substrat standard de silice 300 nanomètres, un pochoir mis en vis-à-vis avec des croix de repérage et des fenêtres pour permettre l'alignement. Le résultat ici, qui, à l'exception de la partie fine ici qui était endommagée dans le cas de cette électrode, permet de recontacter avec une précision de positionnement de l'ordre du micron, sans aucune résine et dans des conditions d'alignement optique qu'on a reproduites. Il se trouve que ça c'est fait dans des conditions ambiantes, mais on a l'équivalent de la machine qui est installée en ultravide et qui permet assez rapidement de redémontrer la même chose sur des conditions propres. Vous avez le cas ici de 2 électrodes interdigitées et de 2 électrodes de courant sur un feuillet un tout petit peu plus épais ici, mais qui nous permet de tester le positionnement des électrodes sur un objet avec une précision, les lignes faisant ici, la largeur faisant de l'ordre de micron, une précision de positionnement qui est bien meilleure que ce dont on a besoin avec les objets dont on dispose actuellement. Les caractéristiques de transport sont identiques à celles qu'on obtenait avec le FIB, avec un contact ohmique de bonne qualité, une faible dépendance en température, qui nous montre qu'on est prêt maintenant à faire la structuration du graphène à partir de ces objets qui sont contactés par le stencil. Alors la structuration, c'est des choses qui avancent en parallèle dans des groupes un peu partout dans le monde, que ce soit en Hongrie, au Japon ou aux États-Unis, où là, comme je l'abordais brièvement tout à l'heure, on commence à avoir un contrôle de plus en plus fin sur la structure des bords du graphène ici, et c'est ce genre de choses qu'on compte exploiter dans le cadre de notre approche. Alors voilà, très rapidement les gens qui ont contribué au CMS, aussi bien en théorie, parce qu'il nous faut absolument cet accompagnement sur l'architecture qu'il va nous falloir réaliser lorsque toutes les technologies auront convergé vers ce qu'on souhaite faire. Une approche, ici une collaboration importante en attendant pour une caractérisation en EFM, et puis la partie stencil qui a été développée par Jürgen Brugger. Et je vais terminer par la minute publicité, puisque ce sujet-là est actuellement offert en tant que bourse de thèse à partir de septembre pour travailler avec moi. Et s'il y a des gens que ça enthousiasme, ils sont les bienvenus pour m'envoyer un message à cette adresse. Et sur ce, je vais m'arrêter, vous remercier et vous offrir la possibilité de vous poser des questions si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Alors, vous parlez de l'architecture dont je parlais tout. Alors sur le graphène, je ne sais pas parce qu'on n'a pas encore mesuré les constantes RC de nos systèmes. Donc ça, je ne vais pas vous répondre. Le principe, alors si la limite, on n'est pas limité sur le principe d'un objet étendu qui serait décrit par l'hamiltonien tel qu'on l'avait décrit théoriquement. Là, en fait, c'est l'inverse. C'est des systèmes qui répondent trop vite pour être mesurables expérimentalement. Donc, en fait, à mon avis, tout ce qui va limiter, ça va être, malgré tout, le câblage de cet objet-là et toute la constante RC qui en résulte.
plus sur les techniques pour contrôler les bords qui sont employés? Alors il y en a quelques-unes, je ne sais pas lesquelles seront les plus pertinentes. Disons que la première à laquelle que j'envisageais d'implémenter sur un substrat, c'est celle qui avait été démontrée depuis un certain nombre d'années par IORA, même avant ces dates-là, qui utilisait la lithographie STM, qui est un peu plus précise que la lithographie par pointe AFM conductrice, où là, en fait, c'est une réaction chimique d'oxydation sous la pointe. Donc c'est dans des conditions soit avec une pression partielle d'eau ou d'un gaz réactif. Sous la pointe, on fait l'électrochimie. La qualité du bord, comme on peut le voir dans ces travaux-là, ou les travaux d'Enoki, enfin il y en a un certain nombre ici, c'est meilleur que ce qu'on peut faire par gravure réactive RIE typiquement, mais ça n'atteint pas encore la qualité de ce dont on aura besoin pour nous. Ça, c'est l'interaction d'un faisceau électronique avec le graphène, et ça me semble être la voie sans doute la plus prometteuse. Au niveau de la robustesse pour, par exemple, de l'ordinateur tout intégré, est-ce qu'on a une idée de combien de sensibles, si je manque la coupe d'une liaison, par exemple, est-ce que ça peut être... C'est typiquement quelque chose qu'on essayera de regarder quand le petit moteur de recherche qu'on a et qui, pour le moment, travaille sur des cœurs irréalistement trop petits, quand on aura implémenté ça sur des choses qui font vraiment 20 nanomètres, là on pourra se dire, bon, bah, si je viens perturber effectivement un atome ou une rangée d'atomes, quelle est la conséquence? À ce stade-là, je vais pas m'aventurer à faire une conjecture. May I ask you in English? Sorry, sure, go ahead. So, could you comment on the mobility on the sample that you produced without doing lithography, so without having PMMA on top? So, Yes. do you see that it's worth to do all that effort? I can't. It's being done right now. Because, Okay. I mean, so far we've had several samples that were connected but didn't survive up to the measurement of the mobility, but that's the next step that we need to prove. The technology is compatible with suspended graphene, so we still have this degree of liberty, degree of freedom to improve the mobility, but the metallization is the same as any technique. What I anticipate is that we may gain on the contamination layer that's coming from the resist, provided that this is the dominating limitation factor of the current mobility in supported graphene. I'm not sure. I think that the current limitation comes from the substrate itself, which we also have. Thanks. D'autres questions? Sinon, merci. Merci beaucoup à vous. Merci.